Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Il est 21h01 au studio Marie-Thérèse Péchaud. Le moment est historique. Dans 3 jours, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour élire le président de la République de Côte d'Ivoire. Face à face, M. Babo Laurent, président sortant, candidat de la majorité présidentielle, LMP, et M. Ouattara Alassane, candidat du Rassemblement des Républicains, RDR, soutenu par le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un débat est organisé entre les candidats retenus pour le second tour de l'élection présidentielle. Monsieur Babo Laurent, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Ouattara Alassane, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais, au nom de la RTI et du CNCA, vous remercier d'avoir accepté cette invitation. Cette émission radio-télévisée est suivie partout dans le monde, par satellite et par Internet. Elle va durer 2h15. Elle est découpée en 5 thèmes d'inégale durée. La politique nationale en 30 minutes, la défense et la sécurité 10 minutes, l'économie 30 minutes, les questions de société 30 minutes, la politique étrangère 10 minutes et à la fin de cette émission, vous aurez chacun 3 minutes pour votre conclusion. Les règles du jeu qui ont été établies par le CNCA sont les suivantes. Les mêmes questions seront posées aux 2 candidats. Les candidats n'échangeront pas directement entre eux. Ils peuvent cependant s'interpeller. Le premier à prendre la parole sera le premier à conclure l'émission. La durée du temps de parole accordé à chaque candidat est de 3 minutes, y compris son temps de réplique. L'indication de votre temps de parole est visible sur l'écran qui est juste en face de vous. Les candidats doivent s'abstenir de s'interrompre pendant leurs interventions. Les candidats ne doivent pas tenir des propos susceptibles de nuire au bon déroulement de l'émission. Les candidats doivent respecter durant l'émission les dispositions du Code de bonne conduite des partis politiques, des groupements, forces politiques et des candidats aux élections en Côte d'Ivoire, lequel code a été signé le 24 avril 2008. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous poser 2 questions. Et conformément au résultat du tirage au sort qui a eu lieu ce matin dans les locaux du CNCA, la première question est posée à M. Ouattara Alassane. Qu'est-ce qui motive votre candidature à l'élection présidentielle? Je vous remercie, mes chers compatriotes. J'ai décidé d'accepter la candidature de mon parti pour rendre service à mon pays. Oui, je considère que la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils, et surtout en période de crise. Et j'ai une expérience non seulement de la gestion de l'État dans mon pays, également dans la sous-région, mais dans le monde entier. Quand on a des difficultés dans son pays, on doit... Alors, je voudrais ajouter que, évidemment, cette élection est importante parce que, d'abord, ce débat que j'ai avec mon frère Laurent Babo, c'est la première fois que nous avons un débat entre 2 candidats, puisqu'il y a un deuxième tour. Et le premier tour s'est déroulé dans de bonnes conditions. Il y a eu des élections apaisées. Bien entendu, nous avons déploré quelques irrégularités, mais cela n'entame en rien, je crois, la force de paix de nos compatriotes. Et moi, je voudrais dire à mes compatriotes ce soir que ce débat est une très bonne chose, parce que chacun de nous pourra dire à nos compatriotes ce que nous voulons faire pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Et j'ajoute que le taux de participation, qui a été très élevé, 84% littéralement, qui n'a été vu nulle part dans le monde, est vraiment la confirmation du désir de paix par les urnes, par les Ivoiriens. C'est également, à mon sens, un signal d'un besoin de changement par les Ivoiriens. Donc je voudrais dire que je suis heureux de participer à ce débat. Je suis reconnaissant que mes compatriotes me donnent l'opportunité de participer au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et je souhaite aussi que ce deuxième tour soit apaisé,
les informations que nous avons ici et là sont alarmantes. Mais personnellement, je fais confiance aux Ivoiriens. Je sais qu'au finish, ces élections seront apaisées, comme l'a été le premier tour de l'élection. Je souhaite donc à mon frère que nous ayons un débat courtois, bien sûr, c'est ce que vous avez souhaité, et que nous puissions dire aux Ivoiriens ce que nous proposons pour sortir la Côte d'Ivoire des difficultés. Je vous remercie. Monsieur Laurent Gbagbo. Merci. Et je voudrais aussi remercier le Premier ministre, Alassane Ouattara, pour sa présence sur ce terrain et le féliciter. Mais avant de commencer, j'aimerais que toute la Côte d'Ivoire observe une minute de silence en mémoire de toutes les victimes, de toutes ces crises qui ont commencé en 1999 et de tous ceux qui sont morts mutilés. J'aimerais que chacun, dans son foyer, devant son poste de télévision, se lève et observe une minute de silence. Monsieur le journaliste, je peux maintenant reprendre. Allez-y. Oui, oui. Il vous reste 2 minutes. Voilà, c'est ça, j'ai vu. Je suis candidat parce que c'est l'aboutissement d'une longue lutte. J'ai commencé à militer quand j'avais 18 ans. J'étais dans les syndicats d'élèves avec les Odeori Koudoupol, les Abi Blaise. J'étais dans les syndicats d'étudiants avec les Yégué Madi Alphonse, Evi Bernard. J'étais dans les syndicats d'enseignants du secondaire avec les Angèle Nyonsoa, Guénou Kobina. J'étais dans les syndicats de la recherche. Aujourd'hui, nous avons créé un parti politique, le FPI. Nous nous sommes battus pour que le multipartisme arrive. Il est arrivé. Nous nous sommes battus pour que la démocratie arrive. Elle est arrivée. Nous nous sommes battus pour que l'alternance arrive. Elle est arrivée. Et donc, c'est dans la continuation de tout ce combat que je suis candidat. Pour apporter un mieux-être à mes compatriotes, pour mettre surtout définitivement fin à cette crise. Parce que cette élection, elle est importante. Elle est importante. Non pas seulement parce qu'il faudra choisir un président, mais surtout parce qu'il faudra mettre fin définitivement à la succession de coups d'État, à la succession de guerres civiles, à la succession de crises. Donc c'est pourquoi je suis candidat aussi, pour mettre fin à tout ça. Voilà. Très bien. Alors, le premier tour du scrutin a eu lieu le 31 octobre 2010 dans des conditions jugées satisfaisantes. Comment jugez-vous l'atmosphère du second tour et dans quel état d'esprit vous l'abordez, M. Gbagbo? Mais je suis un peu désolé parce que je vois que des dérapages se dessinent. Aujourd'hui même, à Daloa, la gendarmerie m'a signalé qu'on a arrêté 21 personnes. On a arrêté des camions pleins de cartouches. Et c'est malheureux, on a arrêté des sacs pleins de machettes. Je n'accuse pas quelqu'un encore sur ce point, mais je veux dire que cette atmosphère-là n'est pas bonne. Et j'ai dû prendre des mesures. Et certaines de ces mesures seront annoncées demain. Première mesure, j'ai décidé de réquisitionner les Fancy, qui généralement sont en troisième position pour le maintien de l'ordre. J'ai dû les réquisitionner pour qu'on les déploie pour augmenter le nombre des gendarmes et des policiers qui ont en charge la sécurité ordinaire. Demain, je signerai un autre décret pour instaurer le couvre-feu à partir du dimanche. C'est-à-dire, il faut que les élections aient lieu, mais il faut que, à partir de 22h, le temps que les urnes soient revenues, qu'il y ait le couvre-feu pour que les rues soient libres et que les policiers et les gendarmes patrouillent. Donc,
pour tout vous dire, j'ai une inquiétude. Quand je regarde l'atmosphère, quand j'écoute certaines personnes parler, j'ai une inquiétude. Mais nous prenons des dispositions et je crois que ça va aller. Mais il faut que les Ivoiriens se rassurent. Nous sommes assez mûrs, tous, nous sommes assez mûrs pour faire en sorte que le dérapage n'ait pas lieu. Ce ne serait pas bon pour la Côte d'Ivoire. Ce serait bon pour aucun des acteurs politiques. Ce ne serait pas bon pour l'Afrique même. Donc, moi, dans la situation où je suis obligé de prendre des mesures. Je suis obligé de prendre des mesures pour rassurer. Donc, je rassure les Ivoiriens que c'est vrai, il y a beaucoup de bruit. C'est vrai, il y a beaucoup de tintamarres. Mais je vous rassure que toutes les dispositions seront prises pour que nul n'en ignore. Toutes les dispositions seront prises pour que cette élection puisse se terminer avec le sourire aux lèvres. M. Ouattara, oui. La même question. Comment jugez-vous l'atmosphère de ce second tour et dans quel état d'esprit vous l'abordez? Oui, d'abord, moi, je l'aborde dans un état d'esprit très positif. Je pense que je m'y attendais. Nos compatriotes ont fait preuve de maturité, de sérénité. Le premier tour s'est déroulé dans de bonnes conditions. Et au plus profond de moi-même, je pense que le deuxième tour également va se passer dans de bonnes conditions. Parce que je fais confiance aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays de paix, n'eût été ces années de crise que nous avons vécues. Et il faut faire en sorte que nous sortions définitivement de cette crise par des élections apaisées. Alors, cela étant dit, moi, je condamne les violences qui ont été portées à notre connaissance ces derniers jours. Que ce soit à Daloa, Laurent en parlait, que ce soit à Lakota, que ce soit à Abidjan même. Le siège quand même du RHDP a été attaqué. Enfin bref, je ne voudrais pas revenir sur des choses qui peuvent créer de l'animosité. Mais je dis qu'il est important et je regarde tous mes compatriotes droit dans les yeux. Je vais vous dire, chers compatriotes, la violence ne mène nulle part. Donc je demande qu'il soit mis fin à ces violences. Et je considère que des mesures qui sont prises sont bonnes. Bien sûr, je ne souhaite pas que l'armée intervienne à aucun moment, puisque l'élection sera apaisée. Les forces de gendarmerie et de police sont les forces de maintien de l'ordre, et ce sont elles qui doivent assurer la sécurité des Ivoiriens et le faire partout sur le territoire national par rapport aux accords qui ont été mis en place avec le centre de commandement intégré. Alors, Laurent Gbagbo me dit qu'il a décidé d'instaurer un couvre-feu à 22h. Je pense que par courtoisie, Laurent, tu aurais pu me passer un coup de fil. Nous sommes quand même 2 candidats à 3 jours des élections. C'est une question de bonnes relations que nous avons. On aurait pu en discuter parce que le couvre-feu dramatise les choses. On aura le sentiment qu'il y a péril devant nous. Ce sont des incidents importants, désolables, que je condamne, mais qui sont localisés. Alors, prendre un couvre-feu pour cela donne un message qu'il y a danger et je n'aimerais pas qu'on ait cette perception. Mais ceci étant, la décision a été prise et je voudrais surtout dire à tous nos compatriotes que ces élections doivent être des élections apaisées. Et moi, je les rassure que j'ai dit à mes militants, aux sympathisants, à tous ceux du RHDP qui me soutiennent, que nous devons aller à des élections apaisées. Pas de violence, ne répondez pas aux provocations. Nous allons aborder véritablement le premier chapitre de cette émission consacrée à la politique nationale pendant 30 minutes. Alors, après 10 années de crise, quel est votre diagnostic du climat socio-politique, des relations intercommunautaires et des rapports entre le citoyen et le pouvoir? C'est M. Ouattara. Oui. Je vous remercie. Ces années de crise ont été terribles pour la Côte d'Ivoire. Et il faut en sortir. Et en sortir par des élections. J'ai personnellement déploré que le pays se soit trouvé dans une situation où la division s'est installée pendant quelque temps. Cette division a créé toutes les crises successives que nous connaissons. Mais ceci étant, je pense que ça c'est du passé. Moi j'aimerais me tourner vers l'avenir.
et dire que nous connaissons les causes de cette crise et certaines ont été réparées. Ça a été réparé par nous-mêmes parce que nous avons eu le Forum de réconciliation nationale qui avait pris des décisions importantes. Bon, toutes n'ont pas été appliquées, mais c'était un premier pas. Et ensuite, nous nous sommes réunis entre nous. Nous nous sommes réunis à l'issue donc des difficultés qui ont conduit à Marcoussis, à Accra et maintenant avec l'accord de Ouagadougou. Alors tout cela fait qu'il y a une évolution positive des relations entre les leaders politiques. Mais c'est aux Ivoiriens que nous devons parler et dire à nos compatriotes que la Côte d'Ivoire est notre patrie à tous. Elle nous est très chère, nous devons tout faire pour la préserver. Et nous devons tout sacrifier pour elle et pour les Ivoiriens. Et donc, je considère que cette élection nous permettra de sortir définitivement de cette crise et surtout que, si elles sont apaisées comme je le souhaite, à l'issue des élections, le vaincu pourra féliciter le vainqueur et on aura par la suite des élections législatives, des élections municipales, des élections de conseils généraux. Tout cela va renforcer donc la démocratie. Alors, la démocratie ne peut pas aller seule sans la paix sociale. La Côte d'Ivoire a connu des difficultés économiques importantes. Nous aurons l'occasion de parler de l'économie tout à l'heure. Ceci aussi crée des fractures parce que, vous savez, une économie, c'est un gâteau qu'il faut partager et quelquefois, il y en a qui sont plus gourmands que d'autres. Et l'utilisation donc de ce gâteau pose problème. Alors il faut que la politique économique que nous allons mener soit une politique sociale, une politique qui va tenir compte des plus défavorisés et qui fera en sorte que les ambitions des uns et des autres trouveront donc satisfaction. La cohésion sociale est importante, la gestion économique est importante et la sécurisation du pays également. Nous devons en tirer des leçons pour l'avenir. Je pose la même question à M. Laurent Gbagbo. Oui, merci. Sur le plan national, c'est là qu'il y a la plus grande divergence entre mon frère Alassane et moi-même, entre le Premier ministre Alassane et moi-même. Je voudrais dire qu'il y a eu des moments où il s'est comporté, où sa conduite a été contre la loi. D'abord, en 1999, septembre 1999, il dit « Je frapperai ce pouvoir au moment opportun et il tombera ». Ce ne sont pas des phrases à prononcer par un démocrate. Et effectivement, en décembre 1999, le régime du président Bédié s'est écroulé. Revenu donc en décembre en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ouattara dit à Oudjéné le 22 janvier 2000, les Ouattara et les Cissé, j'avais dit que je serais candidat. Malgré les tracasseries, j'ai dit que je maintiendrai ma candidature. Quand ce mandat d'arrêt a été lancé, j'avais dit que je rentrerai avant la fin de l'année. Me voici. Alors j'ai dit que je gagnerai au premier tour et je le ferai. Toujours dans les citations de ce même type, en décembre 2001, le Premier ministre Ouattara qui dit « Nous n'attendrons pas 5 ans pour aller aux élections ». Or, la durée du mandat, c'est de 5 ans. En août 2002, je rendrai le pays ingouvernable. S'ils veulent, on va tout Niagami. Ah bon? Oui, oui, c'est une All Africa. Alors, ce sont des citations du Premier ministre. Et ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, non pas à Gbagbo, mais ça ne me plaît pas pour la paix et la sécurité. Il a dit tout à l'heure, il a dit juste, on ne peut pas faire une économie prospère s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la stabilité, s'il n'y a pas la tranquillité. Mais des phrases de ce genre amènent l'instabilité, amènent les coups d'État. Et vraiment, je le rends responsable pour ce qui est arrivé à partir de 1999 jusqu'à aujourd'hui.
Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là, pour expliquer la situation nationale que nous avons connue. 11 ans de turbulence, c'est trop. Il faut arrêter. Très bien. Alors, le pays, nous le savons, est en crise. Nous sommes en train de sortir de la crise. M. Ouattara a fait une analyse. Vous également, dans cette émission, nous espérons que vous aurez l'occasion de nous dire quelles sont vos recettes pour que véritablement la Côte d'Ivoire aille définitivement à la paix. Le 28 novembre, M. Laurent Gbagbo, M. Ouattara, l'un de vous sera élu président de la République pour 5 ans. Quelle est votre conception de l'État et du pouvoir? Vous d'abord, M. Laurent Gbagbo. Nous avons hérité d'un État fort. Nous avons hérité d'un État fort. Mais qui, évidemment, était appuyé sur le parti unique que je condamne. Et je ne veux pas revenir. Parce qu'il me semble que souvent, certains Ivoiriens font comme si le parti unique, c'était le paradis. Ce n'était pas le paradis, le parti unique. Mais nous avons une constitution, c'est un régime présidentiel. Au moment de la discussion de cette constitution, sous la transition, mes amis et moi, nous avions proposé un régime parlementaire. Mais nous avions été battus. Tous les autres, tous ceux qui participaient comme nous à la discussion sur la constitution, ont proposé un régime présidentiel avec Premier ministre. Avec un Premier ministre qui était véritablement l'animateur de l'équipe gouvernementale. C'est ce que nous avons adopté. Je crois que le régime lui-même n'est pas mauvais, mais ce sont les circonstances qui font que ce régime peut être ou trop fort si celui qui le dirige a des tendances dictatoriales, on l'a vu dans certains pays, ou trop faible si celui qui le dirige n'a pas assez de poigne. Donc, je n'ai pas de... Pour le moment, je ne pense pas qu'il faille changer la nature du régime qui est là. Mais il faut souligner le caractère social de la République. Nous sommes en République et nous sommes dans une République sociale. C'est-à-dire qu'il faut veiller à ce que les plus faibles ne soient pas écrasés. Il faut veiller à ce que les plus puissants ne soient pas arrogants et pleins de morgue pour toujours gagner plus et pour laisser toujours plus de miettes aux autres. C'est ça. Et je crois que c'est cet ordre-là qui peut garantir la prospérité. Il faut donc la démocratie. Non, il faut d'abord conserver le caractère républicain du régime. Il faut garder le régime présidentiel. Il faut garder le caractère social de la République et puis créer les conditions de paix pour que les investisseurs viennent et que les investisseurs locaux même investissent et ne soient pas tentés d'aller investir ailleurs. Donc voilà ce que je souhaite. M. Ouattara, j'imagine que vous voulez apporter des précisions à l'interpellation de M. Laurent Gbagbo. Je rappelle que vous avez 3 minutes pour le faire. N'oubliez pas que vous devez répondre à la question que j'ai posée. Bien sûr, bien sûr. Non, mais écoutez, je pense qu'il est facile d'accuser sans preuve et sans enquête. Dire qu'Alassane Ouattara a fait ceci, cela, il a fait des déclarations. Mais moi, j'ai toute une série de déclarations faites par Laurent Gbagbo ici. Quand le coup d'État est arrivé, il a dit que c'était un coup d'État salutaire. Il a dit que c'était un coup de pouce à la démocratie. Et quand il est arrivé de Libreville via Boaké à Gesco, il a été escorté par des militaires pour rentrer à Abidjan en champion. Mais ça, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a fait le coup d'État. Alors donc prendre des phrases et sur cette base dire à partir de là on a fait un coup d'État, je trouve tout de même on devrait essayer d'aller plus loin. Alors parlant de ce fameux coup d'État, tout de même le FPI a accompagné la transition militaire jusqu'au bout. Moi j'avais annoncé dès le départ que j'étais contre les coups d'État. Et quand j'ai vu l'évolution du régime militaire, dès le mois de mai, nous avons démissionné du gouvernement militaire. Laurent Gbagbo a continué avec le gouvernement militaire. Un de ses plus proches, Lida Kwasi,
était même le conseiller militaire et de défense du général Gueye. Alors, et ils sont allés aux élections ensemble, en nous excluant, le président Bédié et moi. Donc vous savez, si on veut rentrer dans cette sauce, je crois qu'on va perdre le temps aux Ivoiriens. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître les causes. Et je les ai déjà indiquées. Les causes de cette crise, il faut qu'on y mette fin. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas été élu en 2000. Avec le fait que le président Bédié et moi avons été écartés. Donc ce n'était pas une élection démocratique. Deuxièmement, à la proclamation des résultats, nous savons que c'est par un coup de force. C'est le plus fort qui a gagné. Il avait plus de militaires de son côté que le général Gueye. Bref, donc je ne vais pas revenir sur ces passés. Il vous reste 50 secondes. Voilà, je sais qu'il reste 50 secondes. Alors, quant à votre question concernant la conception du pouvoir, pour moi, le pouvoir doit être un pouvoir démocratique. Les institutions doivent être incarnées par des personnes responsables et qui prennent des décisions, même si elles sont difficiles. Je suis pour le régime parlementaire, mais pas de manière complète. Le régime présidentiel que nous avons aujourd'hui, à la sortie de crise, est un bon régime. Je proposerai des modifications en temps opportun pour créer un Sénat, pour que la magistrature soit présidée par les magistrats. Je veux la séparation des pouvoirs, un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire. J'aurai l'occasion d'en parler. Très bien, vous pouvez continuer parce que c'est votre tour de parole encore. Vous avez déjà anticipé sur la prochaine question, les réformes institutionnelles, constitutionnelles, si vous êtes élu. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous développer cette idée? Vous avez 3 minutes. Oui, écoutez, je trouve que quand un pays sort de crise, c'est mon expérience de la gestion que j'ai eue ailleurs sur les questions de crise. Je m'occupais des pays comme le Kosovo et autres quand il y a eu ces grandes crises. Et il faut un régime fort au départ. Donc le régime présidentiel, nous devons le maintenir pour une partie de la durée du mandat. À partir de là, il faut des accommodations. Peut-être il faut une assemblée qui ait plus de pouvoir, parce qu'aujourd'hui, l'assemblée n'a quasiment aucun pouvoir. Le Premier ministre, par exemple, est nommé par le chef de l'État et par la volonté du chef de l'État. Et il peut être à tout moment démis de ses fonctions. Il n'a pas une base parlementaire réelle. Première modification. Deuxième modification, il faut un Sénat, des hommes d'expérience, des hommes et des femmes d'expérience, pour que tout ce qui peut aller de manière définitive comme loi puisse bénéficier de l'expérience de ceux qui ont déjà géré la nation à des niveaux divers et surtout à des niveaux élevés, que ce soit dans le système judiciaire ou dans le système de l'exécutif. Et troisièmement, je suis pour la séparation des pouvoirs. Il n'est pas normal dans notre pays, ce n'est pas la faute à Laurent Gbagbo, que nous soyons dans une situation où le chef de l'État est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons hérité cela de la France, mais il faut que nous soyons dans une situation où nous avons donc le pouvoir exécutif avec le chef de l'État, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Vous voyez, aux États-Unis, la Cour suprême des États-Unis est un organe qui a une responsabilité reconnue par tous, parce qu'elle est crédible et parce qu'elle est également indépendante. C'est ce dont je rêve pour mon pays. Alors maintenant, il faut aller au-delà pour les réformes institutionnelles et autres. Il faut véritablement appliquer l'état de droit. Parce que l'état de droit n'est pas véritablement appliqué. Il y a des paroles, il y a des décrets, mais ce n'est pas le cas. Il faut faire en sorte que la liberté de la presse, la liberté d'expression, comme le disent les Américains, est la première des libertés. La liberté de la presse n'est pas respectée en Côte d'Ivoire de manière totale, en tout cas comme moi je l'aurais souhaité. Donc il y a des réformes institutionnelles importantes à faire. Je pourrais parler éventuellement des questions de décentralisation, mais ceci prendrait un peu trop de temps. Donc je vais vous dire que des réformes profondes sont nécessaires. Il faut que ce soit fait avec des gens d'expérience, que ce ne soit pas tout simplement un groupe de personnes, mais des personnes respectées et dont la voix et les écrits convaincront les Ivoiriens. Je vous remercie.
Monsieur Laurent Gbagbo, si vous êtes élu demain, est-ce que vous envisagez des réformes institutionnelles et constitutionnelles pour répondre aux nombreuses critiques formulées par certains Ivoiriens pendant cette campagne? Naturellement, je vais répondre, mais je vais d'abord soulever un pan dans ce qui... C'est dans vos 3 minutes. Il a dit que Laurent Gbagbo n'a pas été élu en 2000. Je regrette, mais il faudra qu'on mette ça en application au cours de cette élection-ci. Il ne faut pas que un candidat se proclame vainqueur. Les résultats sont de la commission électorale. Et après, elles sont confirmées ou non par le Conseil constitutionnel. En 2000, d'après la commission électorale, j'ai été élu avec 59% des voix. Mon adversaire qui s'est proclamé élu, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Il faut que la commission électorale, nous la laissons libre de travailler et nous la laissons proclamer les résultats. Après, le Conseil constitutionnel viendra. Donc, ça, je voulais dire ça. Mais vous voyez que sur beaucoup de points, on est d'accord. Sur le Sénat, pour ceux qui ont lu mon ouvrage, j'ai marqué dedans que nous allons créer un Sénat. Je suis content que le Premier ministre soit maintenant d'accord avec moi. Parce qu'au début, ce n'était pas tout à fait évident, mais je suis d'accord. La séparation des pouvoirs, il le faut. Il le faut. Mais voyez-vous, nous avons dans la Constitution des instances judiciaires à créer. La Cour de cassation, nous avons quelques institutions, la Haute Cour de justice, qui n'ont pas été créées, faute de majorité qualifiée à l'Assemblée nationale. J'espère que, comme les 2 candidats qui restent en liste pour le 2e tour sont d'accord pour la séparation des pouvoirs, j'espère que nous allons, après cette élection, voter ces lois organiques et puis mettre en place là. Sur la liberté de la presse, il a raison. Il n'y a jamais une liberté de la presse totale en période de guerre. Or, nous sommes en période de guerre. Et ces élections sont faites pour nous sortir de la guerre. Mais quand même, contrairement à tous les autres États africains, j'ai pris une loi interdisant aux magistrats de condamner les journalistes à une peine privative de liberté. Ça, quand même, c'est une chose qu'on doit me connaître. Et j'attendais de la part du Premier ministre qu'il reconnaisse cela au moins, parce que c'est un fait évident, avéré. Il ne l'a pas fait, je le regrette, mais bon. Il vous reste 4 secondes. Oui. Donc, j'ai été élu selon... Très bien. Alors, vous avez parlé de la justice. J'aimerais qu'on s'y attarde encore un peu. La justice, on le sait, c'est le pilier de la nation. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 9 tribunaux et 500 magistrats pour 20 millions d'habitants, ce qui donne un ratio de 1 tribunal pour 2 millions d'habitants et 1 magistrat pour 40 000 habitants. Alors, quel plan de réforme comptez-vous mettre sur pied pour un fonctionnement efficient de la justice en Côte d'Ivoire? Vous me posez la question. D'accord, merci. La justice va mal. La justice n'est pas en bonne santé. Dire le contraire, ce serait se moquer des Ivoiriens. Voilà. Mais j'ai dit aussi que ce n'est pas dans les périodes de troubles comme celle-ci qu'on fait les réformes de ce genre. Parce qu'une réforme de la justice est une réforme fondamentale. Mes amis travaillent dessus. Mes amis travaillent sur cette réforme. Il faut d'abord faire en sorte que les juridictions épousent le contour des entités décentralisées. On va créer des régions. Je souhaite qu'il y en ait 10. Le ministre de l'Intérieur m'en propose 11 ou au maximum 12. Il faut que dans chaque région, il y ait au moins une cour d'appel. Il faut que dans chaque région, il y ait au moins une cour d'appel. Et qu'à partir de cette cour d'appel... Il y en a 3 aujourd'hui. Oui, il n'y en a que 3. Mais il faut faire en sorte que dans chaque région, il y ait une cour d'appel. Le Premier ministre a dit une chose qui est juste. J'ai assisté par curiosité à 1 ou 2 réunions du Conseil supérieur de la magistrature.
Je ne savais pas bien ce que je faisais d'ailleurs là, mais donc il faut séparer le pouvoir exécutif du pouvoir judiciaire, et je crois que ce n'est pas la peine de faire du président de la République une fleur sur le gâteau. Il faut séparer cela. Mais donc il faut créer une cour d'appel par région. À partir de là, il faut étendre les juridictions de base. Mais il y a une chose qui est plus importante aussi, c'est que les juges de siège, ils sont quasiment inamovibles. Et ça pose un problème. Ça pose un problème. Les juges du parquet, ils sont nommés par l'État, sur proposition du ministre de la Justice, ils sont nommés. Mais les juges du siège, ils sont inamovibles. Et quand ils rendent des décisions qui vont contre certains intérêts, surtout économiques, parce que c'est dans le domaine économique qu'on souffre surtout de la carence de la justice. Parce qu'il y a des décisions qui empêchent certains investisseurs d'investir. J'ai eu à régler au niveau de la présidence 3 questions. Une entre un opérateur économique et la Société Générale. Une entre ExxonMobil et les senteurs routiers. Et une autre, je ne sais plus encore, un truc téléphonique là, des Américains. Alors, je pense que il faut... On a commencé les réformes, mais il faut bien les payer et puis faire en sorte que les juges assis soient un peu flexibles, soient un peu mobiles. Très bien. M. Ouattara, quel est votre plan de réforme de la justice pour la rendre plus proche des citoyens, plus efficace, plus performante? Bien, je suis heureux que mon frère Laurent Gbagbo et moi sommes d'accord qu'il y a des problèmes dans la justice et qu'il faut une réforme. Mais avant d'en arriver là, je voudrais dire que l'élection de 2000, ce n'est pas pour parler du passé, c'est l'avenir qui m'intéresse. La CEI a proclamé, en tout cas le général Gueye s'est proclamé le matin, élu, et Laurent Gbagbo s'est proclamé l'après-midi. Non, si. À la radio, nous t'avons vu, tu l'as dit, et c'est après cela qu'il y a eu donc le président de la commission est allé refaire des décomptes, etc. C'est du passé. Moi, ce que je retiens, vous savez, dans chaque chose qui s'est passée dans notre pays, nous devons en tirer une leçon. Alors, la leçon de cette chose, c'est que cette fois-ci, nous fassions pleinement confiance à la commission électorale indépendante. Que le résultat que la commission va annoncer soit accepté par tous. En tout cas, moi, je l'accepterai et je souhaite que Laurent Gbagbo dise également par avance qu'il acceptera la décision de la commission électorale indépendante. À partir de là, il n'y a plus de tension. Même si des gens s'amusent à faire des SMS, à appeler, à faire des déclarations ici et là, ça n'a plus aucune importance parce que nous savons que nous avons une institution respectée, une institution consensuelle, qui donne les résultats, et c'est à cela que nous devons nous en tenir. Et nous devons d'ailleurs tous les deux l'encourager à ce que ça se fasse dans les 24 heures. C'est possible dans les 24 à 48 heures, c'est possible d'avoir des résultats. Donc dès lundi, nous ayons ne serait-ce que des résultats préliminaires avant les résultats provisoires. Donc c'est la leçon que je retiens de ce qui s'est passé en 2000. Maintenant, par rapport... 10 secondes pour répondre à la question. 1 minute 10, c'est facile parce que moi, j'ai déjà rencontré le monde judiciaire. Je leur ai dit qu'il y avait des dysfonctionnements, il y avait des lenteurs, il y avait de la corruption et qu'il fallait nécessairement faire une réforme importante de la justice. Et je leur ai dit que la justice, pour être crédible, doit être efficace et impartiale. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour les citoyens, pour obtenir un acte de justice, il faut payer. Les retards sont considérables. Ça ne marche pas. Il faut éliminer tous ces margouillas qui rôdent autour des palais de la justice pour essayer de régler des problèmes. Et j'ai l'ambition de construire une grande école de magistrature. Et c'est dans mon programme. 10 milliards de francs CFA, parce que je crois que ça permettra de former et de mieux former les magistrats. Et je promets que dans le budget de l'État, je vais augmenter la part de la justice de 2 à 3%.
Parce qu'il y a les questions d'hommes, mais il y a également les questions d'infrastructure. Il faut adresser les deux questions pour être sûr de mettre en route une bonne réforme de la justice. Très bien, c'est fini sur cette question. Alors j'aimerais qu'on parle de l'aménagement du territoire. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est 19 régions, c'est 58 départements, 2 districts, Abidjan et Yamoussoukro, 229 sous-préfectures, 197 communes et plus de 9 villages. Récemment, 10 nouveaux départements ont été créés, 55 nouvelles sous-préfectures et 520 nouvelles communes. Alors, quelle suite allez-vous donner à cette politique d'aménagement du territoire et quels moyens pour que ce soit plus efficace dans l'action? D'abord, M. Ouattara. Oui, je vous remercie. D'abord, je dois dire très franchement que je ne suis pas d'accord avec la politique de décentralisation de Laurent Gbagbo. Je trouve que ça a été fait à la va-vite. Il y a eu des créations de sous-préfectures, de départements ici et là, de régions, qui, à mon sens, n'ont pas le poids d'une véritable région. Ceci étant, il faut une décentralisation. Mais vous savez, la décentralisation est une question tellement sensible parce que c'est organiser la manière de gérer le pouvoir local, le pouvoir départemental. Et pour ce faire, il faut une loi. Donc, dans mon programme, ce que j'envisage de faire, c'est de faire un découpage du pays en régions, en départements et ainsi de suite, et en communes. Avoir des milliers de communes, je ne suis pas sûr que ça vaille la peine parce qu'il faut avoir les moyens. On est tous d'accord qu'il faut rapprocher le plus possible les citoyens de la gouvernance. Mais on ne peut pas le faire à n'importe quel coût parce que ça coûte de l'argent. Alors moi, je vais proposer une loi à l'Assemblée nationale après une étude sérieuse de ce qui a été fait ces 10 dernières années pour que ce soit l'Assemblée nationale qui, comme ils l'ont fait pour le nombre de députés, que ce soit l'Assemblée nationale qui arrête le nombre de régions, le nombre de départements, le nombre de sous-préfectures, etc., et de communes, pardon, pour que nous n'ayons plus cette idée que quand le chef de l'État va en visite officielle quelque part, les gens disent « Ah, on veut une sous-préfecture ». On dit « Bon, vous avez une sous-préfecture ». Alors, quand il est quelque part, on dit « Ah, nous, à côté, ils ont eu un département, nous, on n'en a pas eu, donc on vous donne un département ». Je comprends l'acte politique, mais il faut que ce soit maintenant organisé et que les citoyens de ce pays se disent « Le traitement est par la loi, est applicable à nous tous ». Alors, au-delà maintenant des textes, il faut trouver les questions essentielles, qui sont les questions de ressources de ces régions et de ces départements. Ce problème n'a pas été traité encore. Moi, j'ai l'ambition de revoir la fiscalité globale, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit décentralisée, pour qu'une bonne part, une part substantielle des ressources puisse être levée directement à ce niveau-là. Et en troisième lieu, il y a la question des infrastructures. Il faut tout de même régler ces problèmes d'infrastructure avant de commencer à nommer des sous-préfets et des préfets. Si vous nommez un sous-préfet qui n'a pas de voiture et qu'il est obligé de prendre le bus ou de se faire transporter par un citoyen, j'en ai vu même qu'il était à mobilette quand j'ai fait mes tournées, il n'a plus la force, l'autorité de l'État. Donc voici quelques suggestions que j'envisage de faire, mais c'est une loi qui va régler ce problème pour l'avenir. Je pose la même question à M. Laurent Gbagbo. Oui, merci. Merci. Mais on va finir définitivement avec les élections de 2000. Parce que le Premier ministre a dit une chose qui n'est pas vraie. Il a dit que le président Gueye s'est proclamé élu le matin et moi je me suis proclamé élu l'après-midi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le général Gueye s'est proclamé élu et les gens sont descendus dans la rue. J'ai lancé un appel à ce qu'on descende dans la rue et lui-même, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est un de ses lieutenants qui l'a dit. Vous savez que ce n'est pas moi. Non, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est un de ses lieutenants qui l'a dit. Il a dit que le pouvoir était dans la rue. Donc on était tous dans la rue. On était tous dans la rue. Donc là-dessus, si je tiens à ce que la lumière soit faite, c'est pour que nous puissions en tirer des leçons pour les élections que nous vivons aujourd'hui. Je suis heureux de l'entendre dire que nous allons tous nous plier aux décisions que la CEI va dire. Vraiment, ça me fait plaisir. Mais en 2000,
les résultats proclamés par la commission électorale me donnaient gagnant et ça se trouve dans le journal officiel. Et ce sont ces résultats qui ont été confirmés par la Cour suprême. Aujourd'hui, nous parlons, mais après cela, nous parlons de la décentralisation. Je suis heureux que tout le monde aujourd'hui accepte ce qu'il n'acceptait pas avant. Mais je n'ai encore créé aucune région. Il dit que j'ai créé des régions comme ça. Je n'ai encore créé aucune région. Les régions, les propositions de création des régions sont sur ma table. Tout le monde peut aller à la présidence et rentrer, voir que sur le grand bureau, j'ai mis les cartes pour mieux visualiser. Ils sont sur la table. Je n'ai encore créé aucune région. J'ai créé des départements. Parce que dans des localités, les routes sont tellement mauvaises que les gens ont de la peine à arriver à la préfecture pour faire même des dossiers. Tenez, chez vous, dans la région d'Abangourou, quand j'ai créé le département de Bétier, ce n'était pas pour faire plaisir à quelqu'un de Bétier, mais c'est parce que manifestement les gens de Bétier n'avaient pas le moyen d'aller ou à Azopé, ou à Abangourou, ou de descendre sur Aboisseau. Il fallait faire quelque chose, donc il fallait leur donner une entité administrative pour que les papiers soient faits. C'est pour ça que nous créons les départements. Mais les régions, nous ne l'avons pas encore fait. Et puis naturellement, il faudrait faire, il en a dit un mot, mais pas assez, la fiscalité régionale. Oui, il faudrait faire la fiscalité régionale, mais j'en parlerai tout à l'heure si vous m'en donnez l'occasion. Nous allons boucler ce premier chapitre consacré à la politique nationale avec cette dernière question. Notre pays sort d'une crise profonde qui risque de laisser des traces pendant longtemps. Si vous êtes élu demain, qu'est-ce que vous ferez pour réconcilier véritablement les Ivoiriens et les rassembler? D'abord, je ferai comme j'ai fait en 2000. C'est-à-dire je convoquerai un forum pour qu'on se parle. Plus on se parle, plus on s'éloigne des antagonismes. Et avant que ce forum ne commence, j'expliquerai aux uns et aux autres que la justice, je ne dis pas l'appareil judiciaire, je dis la justice dans le gouvernement est la clé de voûte, est le ciment qui met tous les citoyens ensemble. Et l'injustice, au contraire, éloigne les uns des autres. Donc, il faut faire un forum. Et puis, moi, j'ai posé des actes qui plaident pour moi. Pour que nous arrivions à la paix et à la réconciliation, j'ai posé beaucoup d'actes. D'abord, quand le pays a été attaqué, agressé, je ne suis pas allé là où on ne m'a pas invité. C'est-à-dire que je ne suis pas allé à Marcoussis parce que je n'y étais pas invité. Mais quand on m'a invité à Kléber, je suis allé à Kléber. Même si je n'étais pas d'accord avec toutes les thèses qui étaient défendues. Quand on m'a invité à Accra 1, 2 et 3, je suis allé à Accra 1 et 2 et 3. Quand à Pretoria 1, 2 et 3, je suis allé à Pretoria. Et à Pretoria, j'ai accepté que la CEI soit revue. Il y avait une loi sur la CEI et la CEI soit revue et que ceux qui étaient opposés à moi, mes opposants, aient la majorité. C'est la première fois qu'on voit ça en Afrique. Je leur ai donné la majorité à la CEI. Le Premier ministre le sait bien. J'ai accepté une deuxième chose. On avait un problème avec l'article 35 de la Constitution. Dans les éléments modifiés, il faudra étudier. Mais on avait un problème avec l'article 35. J'ai donc demandé au président Thabo Mbeki, devant le Premier ministre Ouattara et devant le président Bédié, de nous écrire pour que j'utilise l'article 48 pour rendre éligibles tous ceux qui étaient à Marcoussis. C'est ce que j'ai fait. Et ça, c'est un acte de réconciliation. Et si aujourd'hui nous sommes face à face, c'est bien parce que des choses ont été faites. Alors, je crois que j'ai ensuite, voyant que cela a été fait et qu'il fallait aller plus loin pour obtenir la sortie des crises véritables, j'ai engagé le dialogue direct avec ceux qui dirigeaient la rébellion. Ceux qui ont accepté de dire qu'ils la dirigeaient, j'ai engagé le dialogue direct qui a abouti aux accords politiques de Ouagadougou. Donc, les actes que j'ai posés sont des actes de réconciliation.
sont des actes de paix et de réconciliation. Nous allons continuer dans ce sens. Tout ce qui est paix, nous allons insister, et tout ce qui est guerre, nous allons les éloigner. M. Ouattara, quelle politique de réconciliation pour repenser les plaies de 10 années de crise? Oui, je pense que c'est une question centrale. Et il faut évacuer ce qui est dit sans preuve, sans enquête. Et il faut que les Ivoiriens connaissent la vérité de l'évolution de l'histoire récente de notre pays. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait et dans l'intérêt de qui. En tout cas, ce n'était pas dans mon intérêt, puisque je n'ai pas été porté par ce coup d'État jusqu'à des élections. Je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Les déclarations des uns et des autres, ce n'est pas cela qui m'importe. Mais je prends l'engagement de faire la lumière sur ces choses. Et bien sûr, et tous les coloraires, l'assassinat du général Gueye, l'assassinat de Bogadoudou, et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faudrait mettre en place une commission vérité et réconciliation. C'est ce qu'on a tenté de faire avec le Forum pour la réconciliation. Mais malheureusement, les résultats n'ont pas été tout appliqués, ou ça a pris du temps. Alors cette fois-ci, il faudrait non seulement que la commission vérité et réconciliation donne les mesures à prendre, mais également donne un chronogramme des mesures à appliquer. Et comme ça, il n'y aura plus de faux fuyants. On saura ce qu'on a décidé tous ensemble. On prendra l'engagement de l'appliquer. Et l'Assemblée nationale, s'il s'agit d'une loi d'amnistie, par exemple, pour un certain nombre de délits, que l'Assemblée nationale vote une nouvelle loi d'amnistie et ainsi de suite. S'il s'agit d'indemniser les victimes, les parents des victimes, les enfants des victimes, il faut le faire également. Et bien entendu, on ne peut pas payer la souffrance des uns et des autres quand des gens ont été mutilés, excusez-moi, des femmes ont été violées. Tout ça a été horrible. Donc, je ne voudrais pas revenir sur les douleurs de nos concitoyens. Mais concernant les actes qui ont été posés par Laurent Gbagbo, c'était bien qu'on ait eu ces discussions. Mais pourquoi nous avons tardé ça pour avoir des élections? Parce qu'il n'y a pas eu d'application effective et rapide de toutes ces décisions. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler. Parce que Marcoussis, Accra, Pretoria, enfin l'accord de Ouaga, ça fait quand même 5 ans. J'ai encore 2 secondes. Voilà, je vous remercie. Je voudrais qu'on aborde maintenant la deuxième partie de cette émission consacrée à la défense et à la sécurité. Alors, l'accord politique de Ouagadougou préconise la formation d'une nouvelle armée. Quelle sera sa configuration et de quels moyens disposera cette armée pour la défense du pays? C'est M. Ouattara. Oui, écoutez, l'accord de Ouaga fait, je trouve, des suggestions importantes et intéressantes par rapport à la formalisation de cadres pour que nous ayons une armée unifiée à l'issue donc de ces élections. Il y a déjà un premier pas, moi je m'en félicite, j'en félicite d'ailleurs le Premier ministre Soro également, avec qui Laurent Gbagbo a signé ces accords. Mais ceci étant, il y a tout de même des questions fondamentales à régler. Il y a tous ces jeunes gens qui de part et d'autre ont été utilisés, que ce soit au niveau des donc les miliciens qui sont là, qui ont quelquefois des fusils, des kalachnikovs qui se promènent et qui font du brigandage ici et là. Il faut tenir compte de leur avenir. La démobilisation ne suffit pas. Donc il faudrait, et nous aurons l'occasion d'en parler sur le plan économique, il faudra mettre en place un programme économique qui permettrait une croissance très forte et une absorption du chômage, y compris de ces jeunes qui ont fait du tort à la nation. Mais en fait, ils ont été manipulés, ou ils ont pris des décisions de leur propre chef.
Et à partir de là, j'estime qu'il faut une grande réforme de la défense et de la sécurité. J'ai une ambition pour cela parce que tout le monde se plaint de ce qui se passe actuellement. Les promotions dans l'armée, les gens considèrent, je ne suis pas militaire, mais ce que j'ai dit dans la presse, qu'il y a du favoritisme et que quelquefois ça va trop vite et que la compétence n'est pas prise en compte. Il faut que les militaires eux-mêmes s'asseyent et définissent la loi donc, de promotion. En tout cas, de mon temps, c'est ce qui se faisait, parce que c'est le chef d'état-major Gueye qui faisait les promotions au ministre de la Défense, et le ministre de la Défense, Léon Konan Kofi, venait me voir et disait, voici, telle personne a fait tant d'années, il doit aller donc dans tel grade, etc. Et je disais, bon, allons-y voir le président Oufoué qui donnait son accord, et il n'y avait pas de problème. Alors, il faut également régler les problèmes de sécurité. Il y a tout de même toute une liste de maisons de sécurité attribuées à tel ou tel. Certains ont des fusils, d'autres n'en ont pas. Et la ville d'Abidjan est devenue maintenant un nid où n'importe qui peut se procurer des armes. Donc il y a un travail de réforme, de refonte. Et j'envisage de faire en sorte que ce domaine soit un domaine prioritaire parce qu'à l'issue de la guerre, il faut s'assurer que l'armée est forte, c'est vrai, mais l'armée est faite pour défendre nos frontières. Mais il faut s'assurer qu'au niveau de l'intérieur, la sécurité qui sera organisée par la police et la gendarmerie, également ait les moyens et soit mieux organisée que maintenant. On va parler de l'intérieur tout à l'heure, M. Laurent Gbagbo, sur la configuration de la nouvelle armée, les moyens. Ça, on va en parler. Mais je voudrais rebondir sur une question qu'il a soulevée tout à l'heure en disant que c'est parce que les décisions n'ont pas été vite appliquées qu'on a eu du retard dans l'organisation des élections. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas, dans notre constitution, organiser les élections quand le pays est coupé. C'est ça qui a fait qu'on n'a pas eu les élections en 2005. Seydou Diarra était Premier ministre. Nous avons bien fixé en 2005 une date. Mais on ne pouvait pas organiser les élections. Et quand nous avons pris les décisions pour que tous ceux de Marcoussis, tous ceux qui étaient à Marcoussis soient candidats, on n'a pas réussi à faire en sorte que le pays se retrouve. Il a fallu engager les discussions pour l'accord de Ouagadougou. Et c'est après seulement les décisions sur l'accord de Ouagadougou et la nomination de Soro Guillaume comme Premier ministre qu'on a commencé à faire tomber toutes les barrières, soit avec le nord, soit avec le centre, soit avec l'ouest, etc. Donc ça, c'est une vérité qu'il est bon de dire. Moi, j'ai préparé une loi de programmation militaire. Une loi de programmation militaire qui va faire en sorte que l'armée construise une vraie armée puissante. Parce qu'il ne faut pas fermer les yeux sur une réalité. La Côte d'Ivoire est la première puissance économique de l'UEMOA. Elle est la deuxième puissance économique de la CEDEAO. Or, nous n'avons pas, jusqu'à présent, une armée à la dimension de notre force économique. Or, regardez dans le monde, tous les pays qui sont puissants, qui sont développés, ont une armée qui est à la dimension de leur économie. C'est ça qu'il faut faire. Et puis, il faut... Donc, ça, c'est pour ça qu'il faut une loi de programmation militaire. Cette loi que j'avais préparée en 2002 est maintenant un peu dépassée. Il faut la reprendre. Et puis, il faut regarder le dispositif militaire sur l'ensemble du pays. Vous dire qu'on reparle là de la gendarmerie et de la police, mais c'est ça, fondamentalement.